fait pour aller vite, comme vous avez tous envie de le faire, Oui. tout en ménageant les gens qui sont là, et je pense à ceux de la Seine-Saint-Denis, voilà, et en accueillant des publics qui sont nettement plus favorisés. Comment on fait pour concilier les deux et aller vite? Ah, alors, je me lance le promoteur se lance et puis on... Alors oui, c'est dans une des solutions dont je parlais tout à l'heure que je n'ai pas évoqué, vous me donnez l'opportunité de le faire. En fait, ce qui est compliqué, c'est de multiplier le nombre des opérations parce que ça multiplie le nombre des autorisations administratives, de purge de recours, etc. Une des solutions, c'est l'intensité. C'est l'urbanisme de projet et construire plus sur un territoire plus petit. Ça veut dire mieux optimiser la surface. Il n'est pas promoteur et pourtant il en parle beaucoup en ce moment, c'est Nicolas Hulot qui dit que si on ne veut pas imperméabiliser les sols, si on veut laisser aux générations futures de la place pour construire plus tard ou reconstruire la ville, etc., il ne faut pas s'étaler. S'étaler, ça pose plusieurs problèmes. S'étaler, effectivement, plus le territoire est grand, plus les autorisations seront nombreuses à être obtenues. Et donc, sur un plus petit nombre d'opérations, et au droit des équipements publics. On parlait des gares du Grand Paris, je pense aux tramways, mais je pense aussi aux équipements, aux crèches, aux écoles. Là où, au lycée, là où la collectivité, la région, le conseil général, les communes investissent au droit de ces équipements publics, il faut absolument amortir ces équipements publics. Et quand je dis au droit, donc c'est en hauteur et par l'intensité. À la fois, c'est économe du sol, et ça me paraît important pour l'avenir. En hauteur, c'est des tours, Jean-Philippe? La densité par la tour, c'est ça? Des tours. L'urbanisme de Paris et de toutes les grandes métropoles de France et par extension des banlieues a été construit sur rez-de-chaussée et 5 étages. Oui. On était en 1850-1870, c'était le baron Haussmann, et il y avait 25 millions de personnes en France. On n'est plus en 1870, il y a plus 25 millions de personnes en France. Le sujet des transports est extrêmement important. Il est en grande partie des solutions amenées par le Grand Paris Express, c'est vrai, mais à côté et au droit de ces équipements-là, il faut absolument construire en hauteur. Les tours, alors qu'est-ce qu'on appelle une tour? Est-ce que des logements qui font 12-13 étages, vous parliez de Londres tout à l'heure, bien sûr, sans aller jusque-là, mais jusqu'à 15-17 étages, c'est-à-dire moins de 50 mètres, pour ne pas être dans des tours de grande hauteur avec les contraintes de charge que ça pourrait avoir, très sincèrement, que ça soit à Gennevilliers, à Aubervilliers ou même à Toulouse, à Saint-Ouen, à côté de Paris, mais ça pose aucun problème. Les professionnels cette année nous ont décerné la pyramide d'or, qui est le truc entre nous en fait, hein, c'est pas le public, c'est entre nous, sur un immeuble à Saint-Ouen de 17 étages. On peut faire du beau avec du haut et le bas, c'est pas forcément le beau. Et on trouve des clients pour 17 étages, Jean-Philippe, parce que c'est aussi quand même la question. Ah mais oui, parce que ça peut séduire, on peut faire des trucs très moches avec 5 étages. Hein, bien sûr. C'est vrai aussi. On continue sur cette idée. Allez vite, Emmanuel Cos, mais... Bon, enfin, déjà, faire vite, les Jeux Olympiques, on n'a pas le choix. Oui, si vous ne livrez pas, il y a un souci. Et ça engage l'État et les collectivités. Après, faire vite, je vous rappelle que dans les années 50 et 60, nous avons su construire très vite. Oui, et pas toujours bien. Mais voilà, donc je repose les questions du début. Si en fait le modèle, c'est que demain, Paris doit être comme Londres ou New York, et que donc, ce que vous nous disiez tout à l'heure, en fait, plus aucun d'entre nous, en tout cas la moitié de la salle, ne pourra y vivre. Enfin, moi, je le dis sincèrement, je ne pense pas que c'est le modèle. On a une chance, en effet. On a une chance, c'est que Paris est une métropole, une ville-monde qui a su ne pas connaître les excès de niveau de vie d'autres métropoles. Faisons-en une chance plutôt que de se demander est-ce qu'on doit être comme les autres? Ou alors, on a un message pour la moitié des Franciliens, c'est de leur dire que Paris est sa proche couronne, parce que Paris aujourd'hui n'est pas que Paris, c'est la petite couronne avec, ne sera accessible qu'à des gens qui seront choisis grâce à leurs revenus. Je pense que c'est très important parce que ça soulève des questions du mode de société. Et c'est vrai que c'est très lié à notre histoire politique, notre histoire ouvrière, économique. Par ailleurs, on a cette chance que cette métropole francilienne, elle a énormément d'emplois, qu'elle n'emploie pas des gens qu'à des très hauts niveaux de salaire. Cette métropole a encore une industrie, a encore un secteur agricole, là quand on parle de la région Île-de-France dans son ensemble. Il faut qu'on arrive à maintenir cette main-d'œuvre. Donc c'est très important d'arriver à faire plus vite et d'avoir les prix. Alors moi je dirais, au-delà des questions administratives, il y a plein de choses qui peuvent s'entendre quand même. Et je le dis ici devant un grand nombre de très grands professionnels. Les chiffres de la construction en Île-de-France, ce qu'ils étaient en 2008-2009 quand ça a commencé à se battre. Les chiffres qui sont sortis fin 2016 ou ceux qui sont pour 2017.
C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer actuellement. C'est lié quand même à un niveau de confiance. Ça a été dit tout à l'heure, mais et pas de la confiance juste parce qu'on se dit qu'on se fait confiance entre en gros, gouvernants et opérateurs. On a posé les conditions de la confiance. Il y a eu pendant 2 ans un préfet de la région Île-de-France qui a réuni tous les décideurs tous les mois pour se poser les questions des blocages, des avancées. Et en plus, je pense qu'à un moment, les élus locaux franciliens ont dû comprendre que leurs égoïsmes municipaux et leur refus de construire n'étaient plus tenables. Et ça, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose. C'est peut-être lié aussi à une évolution de la génération des élus municipaux. Donc la question maintenant, c'est que là, on a des défis qui sont sur les 10 prochaines années. Le métro, on a des délais très tenus du fait des Jeux Olympiques. S'il y a l'Expo universelle, il y a aussi des délais très clairs. Le Brexit, c'est encore une autre question. Donc à partir de ce moment-là, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir surtout une synergie et une dynamique ? C'est même pas les questions de gouvernance, parce que, regardez, on a eu les meilleurs chiffres de construction l'année dernière et on ne peut pas dire que la gouvernance se soit améliorée sur l'Île-de-France. Donc la question, c'est est-ce qu'on retrouve les conditions de la confiance et qu'on se la donne pour 10 ans ? Je ne vous cache pas que le débat précédent et la méthode employée actuellement est plutôt pour comment accélérer la défiance entre les acteurs et ceux qui décident. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je vois un secteur immobilier, genre dans sa globalité, qui est très mobilisé, qui réfléchit, qui veut faire du mieux, tenir les prix, faire de la qualité, répondre aux besoins, et qui n'a pas l'impression d'être soutenu. Et donc, si on n'est pas capable de changer ça dans les 6 mois qui viennent, on tiendra les délais sur les grands sujets parce qu'on n'a pas le choix, mais on les tiendra moins bien que si on pouvait justement avoir cette confiance et être portés ensemble dans cette dynamique. Manuel Flamme. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Emma. La clé pour aller vite dans l'immobilier, qui a un temps incompressible de 3 à 5 ans, c'est évidemment la confiance. Et ça veut dire que sur le territoire du Grand Paris, on a besoin d'avoir une certitude que le Grand Paris Express va être construit et va sortir dans les délais qui étaient prévus initialement. Oui, on sent bien qu'on l'a entendu, cette inquiétude. À cet égard, nous-mêmes, tous nos investissements sont réfléchis et éclairés à l'aune des dates de sortie de gare. Et précisément qu'on va construire des logements neufs, mais quand nos collègues vont construire des bureaux, des commerces, etc., ils le font en imaginant ou en ayant en tête la sortie du Grand Paris Express. Et moi, ce que j'attends de la puissance publique, c'est qu'elle garantisse le financement de cette infrastructure de transport et son échéancier. Voilà. Que ça sorte en temps et en heure. À cet égard, les Jeux Olympiques, exactement, sont une sorte de corde de rappel où on se dit effectivement, on n'imagine pas que la ligne 15 ne sorte pas en 2024. Voilà, à l'horizon 2024. Mais je vous dis, c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, mais extrêmement important aussi pour Robin, les investisseurs étrangers qui voudraient demain investir sur le territoire grand parisien. Et Ingrid le disait en introduction, le Brexit constitue une opportunité formidable. Les marchés immobiliers mondiaux sont instables. Notre territoire est un territoire porteur. Et les investisseurs, pour s'engager, ont besoin de sécuriser les investissements sur des infrastructures connues. Ça, c'est le premier point et à mon avis la principale réponse en fait. Pour que nous allions vite, on a besoin d'avoir un cadre stable et sécurisé. Je voulais rebondir également sur les propos de Jean-Philippe Ruggieri concernant les prix du logement social, le fait que les promoteurs ne gagnent pas du tout d'argent sur le sujet. Alors d'abord, oui, c'est peut-être pas si vrai que ça. Non, d'écraser une larme. Oui. Parce qu'effectivement, c'est dur. Oh là là, mais c'est dur pour tout le monde. Mais aussi me réjouir, parce qu'avec Yves Chazelle, manifestement, on achète suffisamment peu cher et qu'on fait bien notre travail dans une certaine mesure. Qu'est-ce que ça J'entends des rires là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous amène à conclure le fait qu'effectivement, et Jean-Philippe a raison, les plans de financement dans le logement social sont extrêmement tendus, que ce soit pour le promoteur ou pour le bailleur, qui, à cet égard, en voyant ses recettes locatives baisser drastiquement dans le cadre de la réforme actuelle, peut voir son modèle de financement menacé à terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que, la loi SRU a un effet extrêmement positif. Parce que si les communes n'avaient pas l'obligation de produire jusqu'à 25% de logements sociaux, alors, dans nombre de programmes,
il n'y aurait pas ces logements sociaux et le promoteur ferait un autre choix, ce qu'on peut rationnellement comprendre. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, notre responsabilité à nous, ou plutôt à l'État, c'est de construire un parcours résidentiel. Et parce qu'on le voit, le taux SRU permet d'encourager la production de logements sociaux, il serait absolument nécessaire que dans la loi soit inscrit un quota de logements intermédiaires. De manière à ce que, à côté du logement social imposé par la loi SRU, les communes qui décident de construire l'échelon d'après, cet échelon manquant qu'on a identifié au sein du groupe SNI et qui aujourd'hui connaît un statut légal, soient également imposé, encouragé, et que le maire qui décide d'accroître la mixité sociale de son environnement soit récompensé dans une certaine mesure par la collectivité, par l'État, à travers la reconnaissance du quota SRU intermédiaire dans la loi. Geoffroy Didier, je voyais acquiescer sur... oui, je le voyais opiner souvent. Juste, enfin, parfois. Parfois, pas toujours, bien sûr. Juste sur les tours dont parlait Jean-Philippe Rugy. Oui. Il y a 10 ans, je n'étais pas du tout en politique et j'avais écrit une tribune sur les tours, favorable aux tours, parce que je pense que nous avons besoin d'une révolution culturelle française sur les tours et sur notre vision des tours. Je vous rassure, on ne va pas aller construire une tour en face de Notre-Dame. Vous me direz, on a bien construit une pyramide en face du Louvre. Mais on a une image des tours qui n'est pas forcément très positive s'agissant des logements. On se souvient des tours du Front de Seine. Je ne sais pas s'il y a un des promoteurs du Front de Seine dans la salle, mais franchement, ça a mal vieilli. On se souvient des tours d'Ivry, du 13e arrondissement, qui ne sont pas formidables. Mais il suffit de voyager un peu. Lorsqu'on va aux États-Unis, lorsqu'on va à Singapour ou à Melbourne, on découvre qu'il y a des tours qui sont des mix de bureaux, de services et de logements, qui sont architecturalement très belles, qui sont écologiquement performantes et qui sont visuellement magnifiques lorsqu'elles sont végétalisées. Qui sont des tours en plus de grand luxe. C'est-à-dire que nous avons l'image des tours sociales, mais ce n'est pas forcément l'image de la tour telle qu'on la voit dans le monde. Oui, mais il ne faut pas les réduire au grand luxe. Non, bien sûr. Je pense mais ça peut y avoir des tours de logements sociaux, il peut y avoir des tours, des mix de logements sociaux, de propriétés, d'hôtels. Bon. Donc, réfléchissons à ça, parce que je pense que en s'ouvrant à cette perspective, on règle aussi certains problèmes quantitatifs et on redessine la ville et le Grand Paris. Ça, c'est ma première conviction. Ma deuxième conviction, qui n'a rien à voir avec votre question, mais je voulais quand même le placer, c'est qu'il ne suffit pas de construire quantitativement, mais il faut aussi mieux gérer le stock. Et là-dessus, je m'adresse aux bailleurs sociaux, et notamment à Manuel Flamme, qui heureusement n'est pas l'exemple le plus probant de ce que je vais dire. C'est qu'il faut bien davantage travailler la mobilité au sein du parc social. Il y a un problème, c'est que moi je suis d'abord convaincu que le logement social est une chance dans la vie et que tout le monde ne peut pas y avoir accès, et que le logement social doit être réservé à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont un accident de parcours, ceux qui subissent des accidents de la vie. Mais il faut aussi que le logement social, s'il est une chance dans la vie, ne devienne pas une rente à vie. C'est-à-dire qu'il faut que dans la mentalité française et de ceux qui accèdent à un logement social, celui qui accède ait le projet d'en sortir. Et alors, lorsque j'échange avec les bailleurs sociaux sur cette nécessaire mobilité au sein même du parc social, c'est une question taboue, ça. Ils me disent souvent, on a créé un groupe de travail. Oui. Et alors, en général, je peux vous dire que lorsque une institution crée un groupe de travail, c'est très mauvais signe, on est sûr qu'il ne va rien se passer. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est que les bailleurs sociaux, là aussi, s'adonnent à une révolution mentale sur le fait de dire on ne veut pas uniquement construire des logements sociaux, mais on veut aussi mieux faire circuler le parc social. Lorsque vous avez un couple avec 3 enfants qui a eu la chance d'accéder à un logement social avec 3 chambres et que les enfants sont partis, il faut que cette famille ait la sagesse et que les responsables politiques aient le devoir de leur dire d'aller ailleurs, dans un autre logement social plus petit. Alors je sais bien que certains bailleurs sociaux n'ont pas très envie de cette mobilité lorsqu'ils sont face à des locataires qui payent rubis sur l'ongle, mais il y a une responsabilité collective à adopter. Dernière conviction qui n'a toujours rien à voir avec votre question, c'est, monsieur, je vous le dis, monsieur le Président de la République, il doit nous écouter de là où il est. Bien sûr, il est en plein Conseil des ministres. L'immobilier n'est pas une rente. Il faut arrêter
de faire croire que la richesse est dans la pierre, alors qu'en réalité, elle est dans les revenus du capital. Il s'en est occupé, et d'ailleurs, je ne suis pas contre la flat tax sur l'imposition du capital, mais j'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout et qu'il comprenne les aspirations profondes de nos concitoyens qui consistent à devenir propriétaires et de vivre ce que Manuel vient d'expliquer, c'est-à-dire ce parcours résidentiel. Je le suis totalement, et j'opinais effectivement du chef sur la nécessité de ces logements intermédiaires, qui sont en fait le maillon qui manque entre les logements sociaux et la propriété immobilière pure. Mais je crois qu'il faut prendre acte que dans la culture française, il y a une aspiration profonde à devenir propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de transmettre à ses enfants, parce qu'on a envie de sécuriser ses vieux jours, parce qu'on a l'amour de la pierre, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, et nous ne pouvons pas tous vivre dans la culture de l'usage. Le président de la République ne peut pas imposer son modèle personnel à la France, et je pense que là-dessus, il est en décalage profond avec les aspirations de la plupart de nos concitoyens. Je sentais qu'Emmanuel Cos n'opinait pas tout à fait à tous les propos de Geoffroy Didier. Avec Geoffroy Didier, c'est habituel. Oui, j'ai l'impression que... Et c'est normal. Non, mais sur le logement social, je voudrais juste rappeler 2-3 évidences, et je vais le faire là en tant qu'ancienne ministre, comme ça, bon. C'est 4,5 millions de locataires. Il y a 9 000 personnes concernées par le surloyer. Donc je dois vous le redire, le logement social, et il y a en effet la question des personnes qui ont vieilli dans le logement social et qui n'en sortent pas. Mais c'est un sujet qui est au-delà de la question du logement. Vous demandez à des personnes qui ont vécu 50 ans dans leur logement de partir et qui ne vont pas trouver un logement dans le parc privé. Parce que trouver les propriétaires privés qui vont louer à un prix modéré à des personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans. C'est une des très grosses difficultés aujourd'hui. J'ai entendu changer la loi. Je voudrais juste rappeler, sur l'ensemble des logements sociaux, on parle d'une part infime du logement social. La réalité aujourd'hui, c'est que si nous n'avons pas pour objectif majeur de faire du logement abordable, quelle que soit sa typologie, sociale, privée, en accession comme en locatif, nous n'y arriverons pas. Nous avons un mythe sur le revenu des Français. Nous nous trompons sur à qui nous faisons du logement, y compris dans le logement social. Je vous rappelle qu'une des batailles des pouvoirs publics avec les bailleurs sociaux, c'est de produire du logement social moins cher. De ne pas être au prix plafond des loyers, mais au prix plancher. Et en effet, pour beaucoup de personnes, c'est un avantage, mais avec le changement de l'activité professionnelle, avec la multiplication des familles monoparentales, des personnes qui travaillent à temps partiel, qui sont donc à des revenus autour de 1 000 € en étant des travailleurs clés de notre société, si nous n'arrivons pas à créer un marché locatif et d'accession abordable pour eux, nous aurons les mêmes sujets dans 30 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense surtout, qu'on sorte chacun des dogmes et qu'on se donne une ambition qui est d'être en capacité, et notamment pour le Grand Paris, de répondre en même temps à une multiplicité de besoins. Je sais que c'est compliqué, mais me semble-t-il aujourd'hui, si on veut gagner cette bataille, il faut qu'en même temps on veuille loger, en effet, les gens qui reviennent en raison du Brexit, donc en fait des cadres supérieurs avec des niveaux d'exigence réels, le salarié clé de la métropole, la personne en famille monoparentale qui n'a pas de revenus et des couples qui vont avoir un vrai parcours. Et en effet, ça fait une politique, mais ça veut dire aussi qu'on est capable de des ambitions très fortes. Qui fait tout le côté passionnant du logement. Jean-Philippe Ruggieri. Alors pour proposer 2 solutions pour Geoffroy et Emmanuel, justement, ce que j'ai compris dans le propos de Geoffroy, c'était plutôt le sujet que le logement social doit être un actif circulant. Voilà, que le parcours résidentiel se fasse. J'entends pas, Emmanuel, dans votre propos, une solution. Pourtant, il y en a 2. La première, c'est, Manuel l'a évoqué tout à l'heure, c'est le logement intermédiaire, logement locatif intermédiaire, peut-être une solution. Et d'un 4 pièces pour une famille qui avait 2 enfants qui ne l'utilisent plus, on peut proposer un 2 pièces sympa dans le logement intermédiaire. Il faudrait à ce moment-là que le logement intermédiaire soit libéré et décorrélé de la production de logement social, ce qui est le cas actuellement, et c'était fait par le précédent gouvernement. Vous étiez ministre, donc il faut le décorréler pour pouvoir proposer ce parcours-là. Deuxième sujet, et qui pose problème avec le nouvel gouvernement, c'est l'accession à la propriété. Il pourrait très bien acheter ce 2 pièces, et ça c'est notamment dans les zones en rue et QPV, en périmètre, grâce à la TVA 5.5 qui est à préserver, mais aussi à préserver l'appel à accession. Parce qu'ils avaient l'appel à location. Pour sortir, on leur propose une appel à l'accession moins élevée d'ailleurs, grâce à ça, et elle est supprimée. Donc le logement intermédiaire, libérons-le, et l'accession à la propriété, grâce à l'appel à accession et au QPV de la zone en rue, porté beaucoup par François Pupponi, préservons-la.
Il est fort, Jean-Philippe, parce que je vois qu'il arrive à faire opiner ensemble. Hein, vous voyez, ouais. C'est quand même sur dire. Oui, mais bien entendu, ils sont très forts. Manuel Flamme et puis Robert Rivaton. Non mais Jean-Philippe, il a tout à fait raison. La solution, c'est évidemment de produire plus de logements intermédiaires. Je veux quand même dire que nous, par exemple, au sein du parc social du groupe SNI, on essaie d'organiser cette mobilité, faire en sorte de proposer des logements. Et vous y arrivez? On essaye au maximum de proposer des logements à l'évolution des familles, de fait. C'est pas forcément évident, mais j'en profite pour vous dire, revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de produire plus de logements intermédiaires. Et je ne reviens pas sur le quota intermédiaire que je pense devoir mettre dans la loi. On a aussi besoin de continuer à produire du logement social. Et à cet égard, on parlait en précédente table ronde de l'article 52, la baisse massive de nos recettes locatives va avoir un impact sur notre production, dont on ne peut pas encore chiffrer précisément les conséquences, mais qui sera réelle importante. Je voudrais saluer et remercier Alain Dinin d'avoir exprimé publiquement la pensée de beaucoup de professionnels de l'immobilier qui aujourd'hui savent que la baisse de notre production à venir, je parle de l'ensemble du monde HLM, va concerner bien sûr les organismes sociaux, mais aussi nos principaux fournisseurs, les promoteurs. Car nous sommes, comme le disait Jean-Philippe, il est, comme il le disait lui-même, un client. Nous sommes un client, des promoteurs. Oui, absolument. Nous sommes les principaux, pas les principaux, mais nous sommes des clients solides des promoteurs, et notamment qui permettent des clients pérennes, y compris bien sûr, en cas de crise. Quand le marché se retourne, bien sûr. Ce qui pourrait, on ne le souhaite pas, mais éventuellement arriver en cas de remontée un peu trop brutale des taux d'intérêt. Donc le sujet, il est pour nous de nous mettre en situation, non pas comme j'entendais ce matin, de contribuer à la reprise timide dans l'immobilier. Il y a eu une reprise économique forte. Nous, organismes sociaux, notre objet, c'est bien sûr de loger les personnes qui sont sous conditions de ressources, mais aussi de contribuer massivement au choc d'offres pour construire plus de logements. Ça, c'est consensuel aussi. Robert Rivaton, un mot, puis on pourrait donner la parole à la salle. Oui, on parlait des thèmes qui rendent plus attractif ce Grand Paris. Donc ce Grand Paris plus attractif, effectivement, il devient plus mixte. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est effectivement le fait qu'il y aura demain plus de disparités également sur les différents types de populations qui vont venir dans une métropole. Si elle est plus attractive, elle attire les populations qui sont mobiles. Et ces populations mobiles ont besoin de différents types de logements. Comment accélérer? Il y a deux choses à accélérer. C'est d'une part construire plus. Construire plus, ça veut dire détruire. On a un attachement, un amour de l'ancien qui, pour de mauvaises raisons, licence territoire par rapport à d'autres. Et ça finit par nous pénaliser parce qu'en nous pénalisant, c'est-à-dire qu'on ne construit pas assez, on ne densifie pas assez. Et la qualité du bâti existant, qu'on peut trouver encore une fois pour des raisons esthétiques qui ne regardent que chacun d'entre nous très beau, au final crée des conditions de voisinage et de copropriété parfois sur certains bâtiments extrêmement désagréables. Et le neuf a une vraie valeur. Le neuf a une vraie valeur notamment sur l'isolation phonique, sur d'autres types d'activités et qu'on a du mal à valoriser chez nous. Sur le durable aussi. Ben oui, et après, on va nous dire qu'il y a la défense du patrimoine derrière. Bon, forcément, quand un immeuble date d'il y a un siècle, il n'a pas la même qualité que quand il est d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le retour dans ce pays d'institutionnels privés dans le locatif. On a fait un choix qui a été de détruire et de faire partir les institutionnels privés du secteur locatif du résidentiel. C'est un choix qui se retourne contre nous aujourd'hui. Ce choix-là aujourd'hui fait que dans les autres villes du monde, ces institutionnels qui ont de l'argent font des bâtiments de qualité, font des bâtiments qui sont capables d'attirer des jeunes classes dynamiques, des jeunes créatifs, qui sont capables d'attirer y compris d'autres types de populations. On parlait de populations à revenus plus modérés, mais il existe aussi des institutionnels privés qui savent faire du logement locatif à coût modéré. Et aujourd'hui, un grand choix s'offre à nous en tant que législateur, en tout cas dans la refonte de cette politique immobilière résidentielle. Est-ce qu'on veut rester sur un schéma où on parcellise le parc entre des millions de petits propriétaires individuels, ou est-ce qu'on fait le choix assumé de faire revenir des gens qui sauront mieux gérer avec des productions de plus grande qualité pour assurer une diversité des usages dans une métropole dynamique? On en connaît des institutionnels. On pourrait demander à la salle peut-être, parce que nous on ne la voit pas, mais y a-t-il des questions dans la salle? Soyez courageux. Le premier, je vois une main qui se tend, donc le micro va aller vers la main. Voici le micro, présentez-vous, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Luc Potier, Société Amstream. On sait tous qu'il y a un problème de logement social en France, on le voit encore ce matin, on parle de logement intermédiaire. Comme le dit Jean-Philippe Ruggieri, le logement intermédiaire, ce sont les promoteurs qui le construisent. Par ailleurs, derrière, il faut des investisseurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces investisseurs? On fait l'IFI et l'encadrement des loyers.
l'encadrement des loyers qui va peut-être s'étendre à la banlieue. Hein. Et quand on constate que l'encadrement des loyers, qu'est-ce que ça a donné dans Paris, c'est que selon la Chambre des notaires, hein, où il y a eu une conférence il y a quelques semaines, aujourd'hui, selon les arrondissements, il y a entre 9 et 26% de logements vacants dans Paris du fait de cet encadrement des loyers. Donc voilà, je voulais savoir s'il fallait continuer dans cette direction. Ça n'est pas un sujet direct avec en lien direct avec notre table ronde, mais c'est quand même une question. Manuel Flamme, sur la loi ALU. Non, pas du tout. Non, deux choses. D'abord, les logements intermédiaires sont effectivement construits par des promoteurs, les logements sociaux aussi. Et pour vous répondre, monsieur, sur l'encadrement des loyers, sachez que précisément les logements intermédiaires voient leur loyer encadré. Donc on est précisément dans un sujet, qu'on parle de logement intermédiaire, où les loyers sont inférieurs à 15% à ceux du marché, et d'une part, et d'autre part, sont acceptables sous conditions de ressources. On peut parler encadrement des loyers, on peut aussi parler de quelque chose qui s'appelle Airbnb et plateforme locative. À Paris, c'est 65 000 logements revendiqués. Voilà, qu'il faut aussi sans doute le marché et la donne. Non, mais je ne vais pas ouvrir un débat qui n'est pas le sujet. Et vous connaissez mes positions sur l'encadrement des loyers. 90 000 permis de construire l'année dernière en Ile-de-France, un investissement qui s'est poursuivi. Moi aussi, je peux sortir des chiffres pour montrer que, y compris, ça n'a pas eu l'impact, y compris que j'aurais aimé que ça ait eu sur les loyers. On a un gros sujet, vous l'avez dit, la question des plateformes numériques avec l'aspiration de logement vers la location touristique est un sujet que l'on ne doit pas négliger. Et dans les modèles économiques des futurs immeubles qui seront construits, je pense par rapport aux Jeux Olympiques, mais y compris sur l'impact de la vie de nos villes. Ce n'est pas une lubie ce qui est en train de se passer dans certains quartiers de Paris par rapport à la disparition de l'habitant lambda qui fait vivre son quartier par tout simplement son mode de vie. Et donc, et je ne vous parle même pas de l'impact sur la profession de l'hôtellerie. Donc c'est un sujet en soi. Moi, j'ai toujours été pour une régulation et non pas pour l'interdiction. D'autres, et c'est ce qu'on a porté, c'est ce que j'ai porté dans la loi numérique, Révolution numérique l'année dernière. J'ai entendu hier que le patron d'Airbnb allait appliquer la loi. J'en suis absolument ravie. 4 arrondissements, hein. Mais il a juste oublié, il a mal lu, je pense, le texte de loi tel qu'il est prévu. On ne peut pas toujours lire tous les textes. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs qui est concerné. Mais aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui travaillent hors de l'Île-de-France et qui vont sur l'ensemble des zones touristiques, ce n'est pas que Paris qui est touché. Il faut qu'on se pose la question de la régulation. Sinon, il va se passer ce qui s'est passé en Allemagne ou dans certaines villes américaines. On n'est plus dans la régulation, on est dans l'interdiction totale. Absolument. Et donc la question est de savoir si nous voulons interdire totalement ce système qui est intéressant. Moi, je crois qu'une régulation intelligente peut permettre en tout cas de faire vivre ce système qui est intéressant. Mais si c'est pour faire de l'éviction par un autre système de la population qui fait vivre les territoires, on aura une très forte difficulté. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Peut-être une précision en fait, là-dessus. On ne lui a pas dit à Emmanuel, depuis le début, et je crois qu'elle se débat avec ça, c'est vrai que sous votre ministère et sous le précédent avec Sylvia Pinel, sous la houlette de Manuel Valls, les mesures, les dispositions, l'esprit de la loi n'ont jamais été aussi bien réglés et aussi finement réglés avec autant le logement social, le logement intermédiaire qui a été créé sous ce ministère-là, le dispositif Pinel, en fait, au plafonnement des loyers et au plafonnement des ressources qui a été extrêmement bien réglé. Et il faut vous rendre grâce parce que les chiffres de la construction sont très bons en ce moment. Et grâce à vous, et ils sont modérés. Et si les prix, et je trouve que c'est une bonne chose par rapport à mon voisin de gauche, ne rattrape pas ceux de Londres, j'en suis ravi. C'est en grande partie grâce à vous. Et je ne comprends pas très bien, depuis quelques mois, ce que fait le gouvernement à détricoter, ce que vous avez mis très longtemps à tricoter et à oui, rendons hommage à Emmanuel Cos. Mais je revenais juste sur une exactitude... Qui était l'année dernière ici en tant que ministre, en plus. Une exactitude, juste une chose, le logement intermédiaire est acheté par des institutionnels, donc ils ne payent pas l'IFI, première chose. Et voilà, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, sur les institutionnels, et ça je rejoins mon jeune gauche, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le devant de la scène. Ils ont quitté en grande partie, ils reviennent un peu sur le bureau, ils commencent à se réintéresser au résidentiel, il faut les mettre en confiance.
confiance pour revenir. Et puis, on sent bien qu'il y a des grandes foncières, je ne veux pas citer de nom, mais qui n'avaient plus du tout de service résidentiel ou dont le service résidentiel était devenu une coquille vide et qui s'intéressent, qui nomment de jeunes professionnels. Et je pense que si là, on donnait un petit coup de booster, ça marcherait formidablement. La preuve en est, on voit arriver des investisseurs étrangers aussi sur le sujet logement. Tout à fait. Et ça, c'est quand même des très bons signes et qu'il faut certainement encourager. Une question dans la salle ? Je ne vois pas de main, donc c'est qu'il n'y en a pas. Oui, Geoffroy. Tant que la personne lève la main, puisqu'on est dans les hommages, je rends hommage à ce que vient de dire Emmanuel Cos. Je n'ai pas toujours été d'accord avec sa politique. Belle matinée. Mais ça, c'est un bonheur. Regardez ce qui se passe au trophée logement et territoire. C'est quand même je rends hommage à ce qu'elle disait sur Airbnb, en disant qu'effectivement, il fallait réguler tout cela plutôt que d'interdire. Oui. Mais c'est toujours la même chose avec les responsables politiques. C'est qu'en réalité, ils sont dans la réaction et jamais dans l'anticipation. Tout cela aurait pu être anticipé. On savait très bien ce qui était en train de se passer. C'est exactement comme les taxis face à Uber. Personne n'a anticipé ce nouveau phénomène. Pourtant, il suffisait de regarder ce qui se passait dans d'autres pays pour le comprendre et pour le saisir. Et quand on discutait avec des chauffeurs de taxi, ils ne sont pas contre la concurrence. Ils sont juste contre la concurrence déloyale. Donc ceux qui sont fautifs, ce sont ni les chauffeurs Uber, ni les chauffeurs de taxi, c'est l'État qui, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a pas su anticiper les phénomènes de société. Et s'il y a une chose que nous devrions faire, c'est plutôt que de réagir à chaque fois, parce que ça, on réagit à tout. On réagit aux manifestations, on réagit aux casseurs des manifestations, on réagit aux burkinis, on réagit à Uber. Ça, pour réagir, on sait faire. En revanche, pour anticiper les défis de société, quels seront par exemple les prochains conflits sociaux, quels seront les prochains modes d'habitat, puisqu'on nous sommes sur le logement, c'est à ça que doivent servir les responsables politiques, anticiper plutôt que de réagir. C'est une noble ambition. Robert Rivaton, qui aime bien anticiper, voudrait un peu réagir. En un mot, Airbnb est en train de construire en Floride une résidence qui reprend en compte les loyers perçus, moins de 120 jours, les loyers perçus par le versement à location courte durée, qui permet de baisser le coût d'accession de la propriété pour les personnes qui vont acheter ces résidences. Et c'est ces modèles-là hybrides aussi qu'on doit envisager, y compris chez nous, parce que là, ça évite la contrainte trop fort et ça permet d'anticiper le futur. Mais oui, il y a plein d'initiatives qui peuvent être prises. Et c'est ça qui est passionnant dans le temps d'aujourd'hui, Catherine. Le temps d'aujourd'hui qui se termine. Oui. Alors, à moins qu'il n'y ait une ultime question. Non, je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, oui, applaudissez-les. Merci à vous. Et nous laissons maintenant la place à la cérémonie des trophées. Absolument. Et ce qui est formidable, c'est qu'on sent que les temps bougent. C'est formidable. Merci beaucoup à vous.